Avant de commencer, je tiens à vous informer que ceci est la partie 3 de cette série. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les parties 1 et 2 ou qui veulent voir la suite, la playlist complète est disponible dans les commentaires, la description et la fiche ci-dessus. Dans la partie précédente, Enzo a recruté Yoon-shin, un autre membre de son équipe de retraite rapide, ce qui l'a enthousiasmé car cela lui permettrait de financer sa retraite dans quelques années. Après que Yoon-shin ait rejoint l'équipe, Enzo l'a rapidement mis au travail et lui a fait créer une nouvelle armure pour lui-même et Lily. Avec cela, ses préparatifs étaient terminés et il est entré dans le donjon qu'il préparait. À l'intérieur du donjon, il a sauvé les membres de l'autre guilde. Sachant qu'ils seraient un peu désorientés après leur traitement, il a décidé de les utiliser comme boucliers humains dans le donjon en guise de paiement. Et cela nous amène à maintenant, alors qu'il se prépare à entrer dans la salle du boss final. Mais avant de passer à la vidéo, faites-moi plaisir et appuyez sur le bouton j'aime, cela aide grandement la chaîne. Essayons d'atteindre les 700 likes pour la partie 4. Dans la salle du boss, le chasseur d'esprit qui est le boss a senti Enzo et les autres chasseurs à l'extérieur de la porte, et il s'est préparé à les affronter. Après avoir ouvert la porte, Enzo a sifflé, signalant aux membres de l'autre guilde et à Wang d'attaquer. Tous ces agents de main-d'œuvre gratuite ont chargé le boss avec Wang en tête, et Enzo est resté en retrait avec Lily en observant. Au cours de la bataille, voyant comment les chasseurs couraient bizarrement vers lui, un frisson a parcouru les os du boss. Il était complètement terrifié par les chasseurs désorientés. Il a reculé, mais Wang a activé son pouvoir, et avec un sourire béat, il dit qu'il est déterminé à donner un câlin au boss. Le boss a été acculé dans un coin alors il a attaqué Wang avec son énorme épée large. Mais Wang a pu bloquer l'attaque du monstre. Le corps de Wang tremblait du recul de l'attaque du boss, et il dit qu'il semble que le boss est anti-câlin. Le boss aperçut Wang comme un monstre, et balance son épée, pour attaquer Wang à plusieurs reprises. Mais Wang a pu tenir bon et bloquer toutes les attaques du monstre. Enzo a observé la bataille en jugeant les capacités de Wang. Jusqu'à présent, il était impressionné car Wang tenait bon, même s'il était un peu instable. Le boss s'est retourné et a remarqué que les chasseurs l'avaient entouré. Il a donc activé la compétence de lien spirituel, une compétence qui transforme ceux qui sont proches en marionnettes. Et soudain, un grand cercle magique est apparu sur le sol, et tous les chasseurs qui entouraient le boss étaient à portée de la compétence. Enzo a souri avec confiance. Il était certain que la compétence du boss ne fonctionnerait pas sur les chasseurs, et il avait raison. La compétence n'avait aucun effet, et les chasseurs désorientés ont continué à attaquer le boss. Enzo a expliqué que la raison pour laquelle la compétence n'avait aucun effet est parce que le miroir qu'il a obtenu en battant la chauve-souris miroir démoniaque, le permet de contrôler les autres et rendait presque impossible leur lavage de cerveau. En voyant que sa compétence n'a pas fonctionné, le boss se retourne, tient fermement son épée et a essayé de balancer son épée large pour se défendre, cependant cela s'est avéré difficile car Wang a sauté sur l'épée et l'a tenue de toutes ses forces. Ensuite, le boss a utilisé sa deuxième compétence, une compétence d'invocation. Mais Enzo n'était pas trop inquiet. Il s'était déjà préparé pour cette compétence. Il s'est tourné vers Lily, et il lui a dit que c'était à elle de jouer. Lily était excitée. Alors de nombreuses montres faisaient leur apparition, c'étaient tous des singes démoniaques. Lily a utilisé son pouvoir de feu pour tuer rapidement tous les singes démons que le boss avait invoqués. Tout en criant à voix haute brûlez bande de monstres car je veux aller manger du poulet immédiatement. Le boss est devenu pâle et a commencé à transpirer nerveusement. Enzo a félicité Lily pour son bon travail, et il l'a chargé de s'occuper des singes démons chaque fois qu'ils sont invoqués. Le boss a regardé les deux, et il a bougonné en colère. Dans un accès de rage, il a jeté son épée sur Enzo et Lily, qu'ils ont facilement pu esquiver. Et Wang était toujours attaché avec l'épée. Enzo a rapidement détourné son attention de Wang et de l'épée, et il a fait semblant de ne rien voir. Enzo ne voulait pas rejoindre le combat maintenant, alors il est resté en retrait pendant que les chasseurs désorientés entouraient à nouveau le boss. Il a regardé les bras croisés alors que le boss dépensait son énergie pour riposter contre les chasseurs désorientés, ce qui s'est avéré difficile car les chasseurs attaquaient de manière étrange. Enzo a exprimé que son objectif est de nettoyer le donjon en toute sécurité et avec le moins d'efforts possible. Et avec un sourire menaçant il se dit, je vais les rejoindre plus tard. 1 heure plus tard, le boss a crié d'épuisement et d'agacement. Voyant les signes visibles de fatigue sur le boss, Enzo s'est demandé s'il devait maintenant rejoindre la bataille. Il a sifflé, arrêtant les chasseurs désorientés. Ensuite, ils se sont éloignés du boss,
et Enzo s'est approché du boss en lui demandant s'il avait attendu longtemps. Ensuite, il a dit au monstre qu'il était prêt à mettre à son existence maintenant. Le boss a commencé à hurler des insultes à Enzo dans la langue des monstres. Enzo ne pouvait pas comprendre ce que le monstre disait. Enzo était certain que c'était dans le sens de « espèce de lâche ». Il a soupiré et a dit qu'il espère que le monstre peut comprendre. Il a chargé le monstre, exprimant que certaines personnes n'ont pas le choix dans la vie mais de vivre comme ça. Enzo a ensuite utilisé la capacité du miroir qu'il a obtenu du démon chauve-souris sur le boss. Il savait que le miroir ne laverait pas le cerveau du boss. Mais cela devrait baisser sa garde un instant. Le boss s'est figé, perdant toutes les fonctions de son corps pendant un moment, et à ce moment-là, Enzo l'attaqua avec l'habileté du point de tonnerre. L'attaque transperça l'armure du boss tout en brûlant complètement le boss avec ses éclairs, et laissa une fissure dans le crâne du monstre. Et une petite lumière s'illumine dans le torse du boss, ce qui a surpris Enzo. Il reconnut rapidement ce que la source de la lumière bleue était. C'était une pierre d'esprit, un objet magique auquel même les plus hautes pierres magiques ne peuvent pas être comparées. La pierre d'esprit peut réaliser des miracles, et obtenir la pierre d'esprit est la raison pour laquelle Enzo est entré dans ce donjon. Après que le boss soit tombé, Enzo se dirigea rapidement vers lui et prit la pierre d'esprit de la poitrine du boss, et il remercia le monstre d'avoir été si gentil. Avec la pierre d'esprit en main, Enzo ne pouvait cacher son excitation. Il fixa la pierre d'esprit avec un sourire menaçant. Lily s'approcha de Enzo, se demandant s'ils avaient terminé le donjon. Mais en voyant le visage de Enzo, elle se sentit mal à l'aise. Enzo continua son admiration de la pierre d'esprit sans se soucier. Il pensait que la pierre d'esprit était une trouvaille formidable car avec elle, il pouvait utiliser la réformation. Si un chasseur est capable de compléter la réformation, son corps atteindra un état pratique pour maîtriser les arts martiaux. Mais ce n'est pas ce que Enzo recherche. Il pensait à des vacances à la plage, et il raconta qu'il voulait ralentir son vieillissement et sa durée de vie. Ainsi, il pourrait profiter de son corps jeune jusqu'à sa retraite. Lily remarqua la pierre d'esprit, et elle interrompit le moment de Enzo en demandant à propos de la pierre. Elle se demanda si c'était quelque chose de savoureux à manger. Enzo voulait garder la pierre d'esprit pour lui-même, alors il dit à Lily que la pierre n'était pas quelque chose qu'il pouvait manger. Cependant, il ne pouvait cacher son excitation à propos de la pierre. Lily remarqua le regard suffisant sur le visage de Enzo, et elle demanda avec colère pourquoi il semblait essayer de garder la pierre d'esprit pour lui-même. Avec un sourire, Enzo leva la pierre d'esprit en l'air, et il commença à parler à Lily de la pierre d'esprit. Mais soudainement, la pierre d'esprit disparut, et le sourire sur le visage de Enzo se transforma en un regard vide et confus. Enzo s'effondra à genoux dans le désespoir, et il se demanda pourquoi quelque chose pour lequel d'autres offriraient des millions à l'avenir avait soudainement disparu. Ignorant ce qui se passait, Lily demanda si Enzo s'était effondré au sol parce qu'il était fatigué de la bataille. Soudain, Enzo entendit un bruit venant de sa montre, et quand il regarda son poignet, les aiguilles de la montre avaient commencé à bouger. Cela fit à Enzo se demander avec colère si la montre fonctionnait avec un pouvoir magique. Quelques heures plus tôt, à l'extérieur de la porte, ce donjon avait attiré beaucoup d'attention, et un journaliste rapporta que les 4 guildes unies qui étaient entrées dans le donjon pour le nettoyer avaient dû être anéanties, car aujourd'hui marque le 10e jour depuis leur entrée. Plus tard dans la journée, nous voyons Yuna avec un air préoccupé, vérifiant les rapports d'actualité sur son téléphone. Soudain, une voix l'appela, cette personne demanda pourquoi elle était dehors encore une fois. Yuna tourna son attention vers cette personne, qui se révéla être Bang Woyuk, le chef d'équipe de l'équipe 2 de la guilde de la Maison Blanche. Et avec un sourire, il essaya de réconforter Yuna, il lui dit que son équipe veillera à ce que l'équipe 7 soit sauvée. Avec une expression préoccupée, Yuna expliqua que les autres guildes n'avaient pas l'intention d'envoyer une unité de secours, et elle sait que l'équipe 2 est capable de nettoyer des donjons de rang A, mais elle était toujours préoccupée par leur sécurité. Bang exprima que Yuna n'avait rien à craindre, puis il se tourna vers la porte et ordonna à son équipe de s'y diriger. Alors qu'ils approchaient, quelque chose d'étrange commença à se produire à la porte, alors ils se préparèrent au combat. Enzo sortit alors de la porte en portant Lily, suivi d'une file de voitures. Bang fut heureux de voir Enzo, et avec un sourire, il le salua de retour. Yuna courut rapidement devant Bang, et elle donna à Enzo une accolade. Enzo fut surpris, et avec un air de malaise, il demanda pourquoi Yuna lui faisait une accolade. Il lui rappela qu'il portait Lily, et il lui demanda de le lâcher. Yuna ignora sa question,
et elle demanda pourquoi il avait mis autant de temps. Enzo expliqua qu'il avait rencontré quelques circonstances malheureuses qu'il ne pourrait pas dire à voix haute, et il lui demanda de le lâcher à nouveau. Yuna serra Enzo plus fort, et elle exprima qu'elle ne le lâcherait pas car Enzo l'avait inquiété. Voyant cela, les journalistes commencèrent rapidement à prendre des photos, et ils notèrent la réponse de Enzo et Yuna. Enzo commençait à être agacé. Il exprima qu'il était épuisé, et il exigea que Yuna le laisse partir. Mais Yuna continua de l'étreindre. Cela le mit en colère, et il demanda si elle voulait qu'il demande des heures supplémentaires. Sur le trajet en voiture de retour, le chauffeur informa Enzo avec un sourire agréable que le pays était bruyant grâce à ses activités. Avec un air légèrement agacé, Enzo exprima que toute cette attention ne serait qu'une douleur pour lui. Il tourna la tête, et il regarda par la fenêtre. Puis il demanda s'il n'avait pas plu pendant les quelques jours où il était à l'intérieur du donjon. Le chauffeur informa Enzo que depuis 10 jours, le temps était clair. Il devina que Enzo posait la question à cause du gigantesque arc-en-ciel dans le ciel, et il expliqua que l'arc-en-ciel était apparu soudainement il y a 4 jours. Le regard de Enzo s'intensifia. Il savait que l'arc-en-ciel n'était pas un phénomène naturel, c'était le signe du premier grand désastre. Au fil du temps, les couleurs de l'arc-en-ciel commenceront à disparaître une par une, et la disparition de chaque couleur est un signal du début du premier grand désastre, la nuit des 7 lunes. Des centaines de portes s'ouvriront soudainement, et des monstres en sortiront sans fin. Dans le passé, Enzo avait à peine survécu en se réfugiant dans un abri, mais les choses sont différentes cette fois-ci. Il porta son attention sur Lily, notant qu'il avait le désastre du feu de son côté. Il serra le poing. Non seulement il avait Lily de son côté, mais il était aussi plus fort qu'avant, et avec un regard déçu, il nota qu'il avait aussi la foutue montre, qui avait acquis une nouvelle capacité après avoir absorbé la pierre d'esprit. Le lendemain, nous voyons Lily dans une sublime robe rouge. Elle exprima que la robe lui serrait un peu le ventre. Enzo attrapa rapidement des bretelles, et il dit à Lily qu'elle pouvait les porter à la place. Lily exprima qu'elle ne voulait pas la porter car elle n'était pas jolie. Cela agaça Enzo, et il demanda ce que Lily voulait qu'il fasse à ce sujet. La guilde de la Maison Blanche organise une fête si une équipe revient d'un donjon en toute sécurité, et Enzo n'avait pas acheté de vêtements de fête pour Lily, alors il en informa Yuna. Cela choqua Yuna, et elle demanda si Enzo n'achetait que des vêtements de sport à Lily. Enzo ne put répondre, il se mit simplement à transpirer nerveusement. Yuna donna à Lily la robe rouge à porter pour la fête, et Enzo ne voulait pas être impoli, alors il dit à Lily qu'elle devrait porter la robe, et si elle se sentait mal à l'aise, elle pouvait les changer. Lily fut impressionnée par cette idée, et elle félicita Enzo pour son génie. Plus tard, ils arrivèrent à la guilde de la Maison Blanche, et furent accueillis par Chansou et Yuna. Chansou ne put se contenir, il serra Enzo agressivement dans ses bras, et il dit qu'il savait que Enzo reviendrait vivant. Dans la douleur, Enzo demanda à Chansou s'il prévoyait de le tuer. Yuna tourna son attention vers Lily en exprimant que la robe lui allait bien, et avec un sourire agréable, Lily la remercia d'avoir offert la robe. Cela impressionna Yuna car Lily s'améliorait en parlant leur langue. Yunshin s'approcha, et il demanda à Lily si elle voulait manger un truc. Ils voulaient essayer les différents plats ensemble. Lily se tourna avec un regard excité, et elle accepta d'essayer les différents plats avec Yunshin. Yuna sourit, elle réalisa maintenant que Yunshin avait un faible pour Lily, ce qu'elle trouvait mignon. Enzo regarda autour de lui, et il semblait que tout le monde s'amusait, une atmosphère comme celle-ci était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans sa vie précédente lorsqu'il travaillait pour la guilde du chien noir. Chansou interpella Enzo, et lui demanda s'il avait des objectifs. Cette question sembla confondre Enzo, alors Chansou expliqua qu'il était simplement curieux de savoir quel genre d'objectifs les jeunes ont de nos jours. Il demanda si Enzo avait pour objectif de devenir le plus fort, ou de devenir une personne riche. Enzo soupira, et il exprima que son objectif était de prendre sa retraite et de vivre une vie confortable. Il prévoit d'économiser une tonne d'argent et de construire une maison d'1 trillion de dollars pour vivre le reste de sa vie à faire ce qu'il veut. Sa réponse laissa Wang, Yuna et Chansou stupéfaits. Yuna ferma les yeux, et elle exprima que l'objectif de Enzo était charmant. Wang était également d'accord en disant que l'objectif de Enzo semblait paisible, et ce serait bien puisqu'Enzo ne les soumettrait plus à un entraînement. Chansou, en revanche, était confus, et il demanda si Enzo ne voulait pas devenir plus fort. Il ajouta que s'il s'entraînait avec lui, il pourrait devenir beaucoup plus fort.
Yuna était légèrement en colère, et elle demanda à son père d'arrêter. L'expression de Enzo devint soudain sérieuse, et il pensa à l'arc-en-ciel dans le ciel qui comptait jusqu'au désastre. Au début, il prévoyait d'éviter les dangers qu'il connaît dans le futur, mais maintenant il a le potentiel de devenir plus fort et a des membres de guilde en qui il peut avoir confiance, donc il ne peut pas fuir cette fois-ci. Et si fuir n'est pas une option, il se demanda s'il devait créer un plan pour tirer profit du désastre. La scène se déplace ensuite vers Enzo, Wang, Lily, Chanshu et Yuna au bord d'un lac, ils étaient tous excités. Chanshu surtout car il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un si beau lac dans une zone restreinte. L'esprit de Chanshu était élevé grâce au fait d'être dans la nature. Il enleva rapidement sa chemise et courut dans le lac. Enzo observa Chanshu alors qu'il se dirigeait vers le lac. Il voulait passer la semaine de vacances qu'il avait sans la gaspiller, alors il demanda à Chanshu et aux autres de se joindre à lui. Yuna appela Enzo, et dans une pose séduisante, elle lui demanda s'il pouvait lui mettre de la crème solaire dans le dos, car elle ne pouvait pas l'atteindre toute seule. Enzo la taquina en disant qu'elle devrait travailler sur sa flexibilité. Il a démontré et dit qu'il pouvait facilement atteindre son propre dos. Yuna était légèrement embarrassée et elle demanda si Enzo allait juste lui appliquer la crème solaire. Enzo refusa. Il pointa Wang et Théo en disant que si Yuna avait vraiment besoin d'aide, elle devrait leur demander de l'aide. Yuna tourna son attention vers Théo, exprimant qu'elle ne l'a jamais rencontré auparavant. Théo était surpris. Il n'a jamais rencontré une femme aussi belle que Yuna. Il s'est rapidement approché, et avec un sourire excité, il s'est présenté, en disant que son surnom est Gâteau de riz. Et lui a dit, vu qu'elle est sa belle-sœur, elle peut aussi l'appeler Gâteau de riz. Yuna a remis ses cheveux derrière son oreille, et elle a souri, ce qui a irrité Enzo. Il a tourné son attention vers Théo et lui a dit que s'il continuait à agir de la sorte, il lui donnerait un nouveau nom. Il s'est approché de Théo et lui a chuchoté à l'oreille, demandant avec colère s'il aimait le nom de Gâteau sanglant. Théo est resté là à transpirer nerveusement. Après avoir traité cela, Enzo s'est approché du rivage du lac en agitant pour attirer l'attention de Chanshu. Il a appelé en demandant si Chanshu voulait faire une compétition de natation, Chanshu confirme en lui disant que cela semble amusant. Avec l'accord de Chanshu, Enzo a commencé à expliquer les règles de leur compétition. Il dit que la personne qui atteint l'autre côté du lac en premier gagne. Ensuite, il a lancé un rocher pour leur signaler de commencer. Immédiatement après que le rocher ait éclaboussé dans l'eau, Chanshu est parti à toute vitesse, commençant à prendre de la distance entre lui et Enzo. Enzo a souri, comme il s'y attendait, Chanshu était rapide, mais grâce à cela, il devrait pouvoir attraper un gros poisson. L'écart entre Chanshu et Enzo a continué de grandir, mais Chanshu s'est arrêté soudainement, et un kraken géant est sorti du lac. Chanshu était irrité qu'un simple kraken ait interrompu leur compétition. Il a sauté hors de l'eau et a frappé le kraken. Le coup a blessé le kraken, mais Chanshu n'en avait pas fini. Il a continué à frapper le kraken à plusieurs reprises. Enzo regardait la scène nerveusement en transpirant. Chanshu se battait contre un kraken à main nue comme si de rien n'était. Cela lui a fait réaliser qu'il était reconnaissant d'avoir emmené Chanshu en vacances. Chanshu a vaincu le kraken, et Enzo s'est approché, demandant si Chanshu allait bien. Enzo dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un monstre apparaisse soudainement. Chanshu a souri et a exprimé qu'il était simplement content que le kraken se soit attaqué à lui et non aux autres. Chanshu a regardé autour de lui, réalisant qu'ils étaient allés trop loin, et il commençait à s'inquiéter pour les autres, alors il a attrapé le corps du kraken et a dit à Enzo qu'il devrait rentrer. Enzo a dit à Chanshu qu'il ne rentrerait pas car il voulait explorer davantage le lac. Avec le corps du kraken en main, Chanshu est retourné en nageant, disant à Enzo de s'assurer qu'il revienne avant l'heure du dîner. Enzo a regardé Chanshu partir. Il a dégagé la zone où Chanshu nageait, afin qu'il n'y ait aucune chance qu'un monstre apparaisse là-bas. Après que Chanshu ait disparu de sa vue, Enzo a activé la compétence de bouclier et a commencé à nager au fond du lac. Il voulait tuer le kraken car il aurait été un obstacle, mais maintenant qu'il est parti, il peut chercher son véritable objectif. Il ne sait pas à quelle profondeur il doit aller, mais il sait qu'il y a un trésor dans ce lac. Au fond du lac, il a trouvé une grotte, et après avoir confirmé que l'emplacement du trésor est ici, il voulait rentrer et profiter de ses vacances pour l'instant et revenir plus tard avec Lily. Mais alors qu'il commençait à nager en arrière, un tourbillon s'approche de lui ce qui le surprend, mais le tourbillon a commencé à l'attirer à l'intérieur de la grotte.
Le bouclier autour de sa tête s'est également brisé, et il a commencé à perdre lentement connaissance. Alors qu'il se noyait, il envoie un message à Lily en lui disant qu'il reviendra bientôt. Ce qui attire l'attention de Lily en sentant que quelque chose ne va pas. Mais Yunshin lui dit de tout boire immédiatement avant que Enzo ne revienne et le force à manger des nourritures dégoûtantes encore une fois. Alors que de son côté Enzo a complètement disparu dans la grotte. Enzo s'est réveillé à l'intérieur de la grotte qu'il avait trouvée par des gouttes d'eau qui tombaient des stalactites. Il a ouvert les yeux, encore étourdi, puis il a regardé autour de lui pour se repérer. Mais il a réalisé deux choses. Premièrement, quelque chose avait essayé de l'attacher avec des algues, mais les algues étaient si faibles qu'il pouvait les briser sans effort. Deuxièmement, il y avait des créatures féeriques étranges devant lui. Cela l'a choqué car les créatures féeriques devant lui avaient des caractéristiques d'une espèce de fée qu'il connaît très bien. Deux des créatures féeriques paniquaient. Ils ont demandé si Enzo était là pour leur faire du mal. Celui du milieu a confronté Enzo, demandant qui il était. Enzo s'est assis et a facilement arraché les algues qui étaient enroulées autour de son torse. Il se demandait si ces créatures étaient celles qu'il avait traînées ici. Enzo fut surpris de voir les fées, les deux qui paniquaient plus tôt, voler maintenant en agitant les bras, exprimant que Enzo avait l'air en colère. Celui qui avait confronté Enzo paniquait maintenant aussi, et il exprima aux autres que Enzo allait les tuer, alors ils se réfugièrent rapidement derrière un stalagmite. Enzo était légèrement agacé par leur nature chaotique, il leur dit d'un ton agacé qu'il ne les tuerait pas. Le continent de Nostal est un endroit où habitent des plantes magiques, des animaux et des fées. Enzo avait travaillé sur le continent de Nostal pendant quelques mois en tant que guide touristique dans sa vie précédente, et pendant son séjour là-bas, il y avait une fée qu'on ne trouvait que près des eaux propres, appelée Snowy. Et les créatures qu'il venait de trouver dans la grotte ressemblaient à l'espèce Snowy qu'il avait trouvée lorsqu'il travaillait comme guide sur le continent de Nostal. Dans leur langue, Enzo leur demanda s'ils étaient des Snowy, ce qui surprit les Snowy, et ils demandèrent si Enzo les connaissait. Les Snowy ne paniquaient plus, ils étaient maintenant intrigués par Enzo, ils s'éloignèrent rapidement du stalagmite, et en volant autour de Enzo, ils commencèrent à lui poser plusieurs questions. Le bombardement de questions était trop pour Enzo à gérer, alors il décida de poser une question à la fois. Soudain, le regard de Enzo s'intensifia, dans le passé, il n'y avait aucune information sur des faits trouvés ici, et cela lui poserait problème si le passé changeait soudainement. Il arrêta les Snowy, leur demandant pourquoi ils étaient là. Les Snowy expliquèrent qu'ils vivaient autrefois dans le lac, mais que leur maison avait soudainement basculé dans une dimension différente. Enzo réalisa rapidement qu'il devait parler de la première porte. Les Snowy continuèrent à expliquer que soudainement des monstres avaient commencé à apparaître dans leur maison, et que ces monstres se battaient et se mangeaient les uns les autres, et le plus fort de tous les monstres qui apparurent était un kraken. Le kraken avait mangé beaucoup de leur espèce, alors ils s'enfuirent au fond du lac où ils trouvèrent cette grotte, et ils y vivaient depuis. Enzo croisa les bras, et d'un ton compatissant, il exprima qu'il comprenait que cela avait dû être difficile pour les Snowy. Enzo devina aussi que les Snowy avaient été anéantis dans sa vie précédente, c'est pourquoi il n'y avait aucune information sur leur présence à ce lac. Avec une expression attristée, les Snowy dirent à Enzo qu'ils n'avaient plus d'avenir, et parce qu'ils ne recevaient pas de soleil, ils s'affaiblissaient lentement. Mais ils ne pouvaient pas sortir à cause du kraken, Enzo les interrompit en disant que le monstre kraken était mort, et qu'ils pouvaient maintenant sortir. Cependant, les Snowy étaient incrédules, et ils dirent à Enzo qu'il ne devrait pas leur mentir. Enzo savait que les Snowy pouvaient savoir s'ils disaient la vérité ou non, alors il tendit la main en disant que les Snowy pouvaient voir par eux-mêmes. Les Snowy utilisèrent leur capacité, et à leur grande surprise, Enzo disait la vérité. Ils se mirent à voler autour de Enzo à nouveau, heureux de pouvoir sortir à nouveau, et remerciant Enzo d'avoir vengé leurs amis tombés. Les Snowy tournoyant autour de lui commençaient à donner mal à la tête à Enzo. Il leur demanda avec colère d'arrêter, exprimant qu'il lui donnait mal à la tête. Puis il dit qu'ils devraient le suivre pour sortir de la grotte. Les Snowy suivirent Enzo, et ils demandèrent s'ils étaient maintenant amis, et Enzo dit que oui. Cela les rendit très joyeux. Alors qu'ils traversaient la grotte, Enzo pensait à son objectif initial, qui était l'objet d'un autre monde caché dans la grotte. Mais cette grotte est gardée par un gardien, et il ne pensait pas rencontrer aussi des Snowy. Si c'était un autre régresseur, il penserait à utiliser l'objet d'un autre monde pour rendre le traitement du premier désastre plus facile. Cependant, Enzo ne put s'empêcher de penser à combien d'argent il gagnerait s'il monopolisait l'objet, et transformait ce lac en parc à thème Snowy. Les Snowy l'avertirent soudain d'un piège.
Interrompant ses pensées agréables, il esquiva rapidement le piège. Cela le rendit reconnaissant, car il aurait eu du mal avec les pièges s'il n'avait pas eu les Snowy. Les Snowy se placèrent devant lui, et ils exprimèrent qu'ils étaient presque arrivés. Mais d'abord, ils l'arrêtèrent, et dirent qu'ils voulaient dire au revoir à leur ami d'abord. Cela surprit Enzo, et il demanda s'il y avait quelque chose avec quoi les Snowy pouvaient être amis dans cette grotte. Soudain, quelque chose lui vint à l'esprit, et il demanda si l'ami dont parlaient les Snowy était blanc, dur, et moins de 2 fois sa taille. Avec un sourire heureux, les Snowy dirent à Enzo qu'il avait raison, et ils demandèrent si Enzo connaissait leur ami. Ils exprimèrent joyeusement, en agitant les bras, que leur ami était gentil et fort, et était la raison pour laquelle la pieuvre ne pouvait pas entrer dans la grotte. Enzo, réalisant maintenant que le gardien était l'ami dont parlaient les Snowy, leur demanda d'aller dire au revoir pendant qu'il les attendait. Mais les Snowy exprimèrent qu'ils étaient déjà à l'emplacement de leur ami, et soudain une porte se referma derrière Enzo, le surprenant. Et quand il se retourna, il fut face avec un petit robot blanc. Le robot a reconnu Enzo comme un intrus et a fermé les zones environnantes. Tout ce que Enzo pouvait faire était de regarder, alors que le robot fermait rapidement ses autres voies d'évasion. Ensuite, le robot a fait une évaluation sur Enzo. Et après que l'évaluation ait été terminée, le robot a commencé à se transformer. Enzo a demandé aux Snowy si leur ami est vraiment amical quand il parle de supprimer une cible. Les Snowy ont commencé à transpirer nerveusement en regardant l'apparence de leur ami. Le robot a fini de se transformer, et il était maintenant prêt à commencer le retrait. Enzo a rapidement activé la capacité que la montre avait acquise après avoir absorbé la pierre d'esprit. Et soudain, un exosquelette semblable au métal a recouvert sa main, et il a exprimé qu'il pouvait enfin tester cette putain de montre. Le robot a sauté sur lui, et ils ont heurté, et Enzo a été repoussé. Il a serré le poing. Il n'y avait rien qu'il puisse faire contre la différence de poids. Cependant, il pensait que la nouvelle capacité acquise par la montre n'était pas mal. Et il a deviné que le robot ne serait pas capable d'utiliser son bras droit, et qu'il serait capable d'utiliser son bras gauche. Le robot a fait une évaluation sur sa main droite qui avait été endommagée lors de son affrontement avec Enzo. Il a également fait une réévaluation du niveau de danger de Enzo. Cependant, Enzo a brisé le code secret de l'anime en permettant à son ennemi de se charger. Il a attaqué le robot, se demandant si le robot pensait qu'il allait attendre qu'il devienne plus fort. Et ensuite, il s'est rapidement éloigné, et le robot est tombé au sol. Enzo avait du mal à porter un coup fatal car il n'était pas capable de mettre beaucoup de mana dans le gantelet. Il a donc décidé de battre en retraite pour l'instant. Le robot était persistant, et il continuait à le poursuivre. Enzo a tourné son attention vers l'un des murs, et il a élaboré un plan pour abattre le mur pour s'échapper, et revenir après avoir récupéré Lily et Wang. Mais pendant qu'il était distrait à élaborer un plan, le robot l'avait intercepté et se préparait à mettre fin à sa vie. Heureusement, l'un des Snowy s'est interposé devant Enzo, arrêtant l'attaque du robot. Les Snowy ont expliqué au robot que Enzo est leur ami. Le robot a scanné le Snowy, et il a commencé à dysfonctionner car les Snowy ne sont pas une cible de retrait. Profitant de cette opportunité, Enzo a frappé le robot, choquant le Snowy. Le Snowy s'est tourné vers Enzo, demandant pourquoi il avait frappé leur ami. Et avec un sourire menaçant, Enzo a exprimé qu'il devrait parler plus tard. Et pendant que le robot était à terre, il a continué à l'attaquer. Et les Snowy ont regardé paniqués alors que Enzo détruisait leur ami. Peu de temps après, le robot a été vaincu, et les Snowy se sont rassemblés autour de son corps déchiré, pleurant pour que leur ami se rétablisse. Ils ont confronté Enzo, exigeant avec colère qu'il explique pourquoi il a tué leur ami. Enzo a désactivé la capacité de la montre. Et avec un ton agacé, il a expliqué qu'il se défendait simplement, et il a demandé si les Snowy voulaient qu'il meure. Les Snowy étaient en conflit car ils ne voulaient pas que Enzo meure non plus, puisqu'il est aussi leur ami. Alors ils se sont dirigés vers le robot, et ils ont commencé à le pleurer. Enzo s'est également approché, et il s'est agenouillé près du robot, demandant s'il n'avait pas prouvé ses qualifications. Le robot a mis fin au procès, et il a donné à Enzo une clé. Enzo a regardé la clé avec un sourire menaçant sur son visage. Maintenant qu'il a la clé, tout ce qu'il a à faire est de trouver l'emplacement de l'objet surnaturel. Mais soudain, les Snowy l'ont de nouveau confronté. Ils ont volé autour de lui en exprimant leur colère, disant qu'ils ne sont plus amis,
car les amis ne se tueraient pas. Enzo, avec un regard agacé, a expliqué que le robot peut être ramené à la vie par l'un de ses membres de l'équipe. Il a rapidement tendu la main pour que les Snowy puissent voir qu'il ne mentait pas. Les Snowy ont vérifié, à leur grande surprise, Enzo disait la vérité. L'expression de Enzo a changé. Il avait maintenant un sourire sur son visage. Les Snowy lui donnaient un peu mal de tête, mais ce n'était pas trop grave quand il pensait aux moyens par lesquels il pouvait lui rapporter de l'argent. La technologie d'aujourd'hui ne peut pas recréer un golem du calibre du gardien, mais Yongsun avec sa spécialité en artisanat devrait pouvoir sauver le robot. En regardant la clé, il a pensé que le robot n'était pas ce qui importait pour l'instant. Il a regardé autour de l'arène de bataille improvisée que le robot avait créée, et il a remarqué une porte ouverte, alors il s'est rapidement dirigé vers elle, et les Snowy l'ont suivi. Alors qu'il passait par la porte, les Snowy regardaient autour d'eux avec émerveillement, car c'était la première fois qu'un endroit comme celui-ci s'ouvrait, et ils se demandaient ce que Enzo chercherait. Enzo ne leur a pas donné beaucoup de détails. Il regardait autour de lui tout en expliquant qu'il cherchait quelque chose de très important. Finalement, il a trouvé ce qu'il cherchait, l'élixir de vie, un élixir doré avec une quantité infinie de puissante capacité de guérison. Enzo a rapidement saisi l'élixir de vie avec un sourire espiègle. Il est retourné à une époque où les potions n'avaient pas encore été fabriquées, et maintenant il est en possession d'un objet qui peut créer une quantité infinie de liquide aux propriétés curatives. Tout ce qu'il a à faire est de mettre le liquide dans des bouteilles de potions de haute qualité, et il était certain qu'elles se vendraient bien, car le liquide a bon goût aussi. Durant la nuit du premier désastre, nuit des 7 lunes, si des armées de monstres apparaissent, alors il pourra aussi sauver d'innombrables chasseurs et civils. Alors qu'il testait la liqueur de vie, l'un des Snowy s'approcha de lui. La liqueur sentait bon, alors il demanda à Enzo s'il pouvait aussi goûter. Enzo dit au Snowy qu'il n'en restait pas beaucoup. Il donna au Snowy ce qu'il restait, en exprimant qu'il pourrait en avoir plus une fois que l'objet serait à nouveau rempli. Après avoir bu la liqueur de vie, les Snowy se mirent à briller. La lumière était si éblouissante que Enzo dut se couvrir les yeux, et il se demanda si la liqueur de vie était quelque chose de spécial pour les fées. Lorsque la lumière disparut, le Snowy observa son corps et s'exclama que son corps était devenu plus léger. Enzo observa également le Snowy et remarqua qu'il semblait avoir rétréci. Cependant, il décida d'examiner les détails plus tard, et comme il avait terminé avec la grotte, il voulait partir. Il quitta la grotte, mais en nageant vers la surface, il remarqua quelque chose d'étrange. Plus il nageait, plus l'eau devenait chaude. Enfin, lorsqu'ils émergèrent de l'eau, ils furent confrontés à une gigantesque boule de feu. Enzo fixa la boule de feu, se demandant pourquoi Lily jouait avec le feu. Lily remarqua rapidement Enzo dans l'eau, et d'un ton froid, elle l'appela, se demandant si c'était vraiment lui. Enzo cria que c'était vraiment lui. Il exprima que Lily devrait se débarrasser de la boule de feu, et il se demanda si elle avait vraiment besoin de vaporiser tout le lac. Lily désactiva sa boule de feu, mais soudainement sur la rive du lac, Enzo entendit Chansou l'appeler. Cela effraya les Snowy et ils se replongèrent rapidement dans le lac. Et avec un sourire nerveux, Enzo réalisa enfin que les choses auraient été vraiment mauvaises pour la nature s'il était resté là-bas plus longtemps. Il nagea rapidement vers Chansou, et ensuite il essaya d'expliquer qu'il s'occupait de choses personnelles. Chansou laissa échapper un soupir de soulagement, et il exprima qu'il était juste content que Enzo soit revenu en sécurité. Avec un sourire nerveux, il dit que c'était une bonne chose qu'il ait empêché Lily de détruire tout le lac. Yuna et Wang se dirigèrent rapidement vers lui, se demandant si Enzo avait été retrouvé. Chansou se tourna, et avec un sourire agréable, il exprima que tout le monde pouvait arrêter de chercher maintenant. Yuna se dirigea rapidement vers Enzo, et elle le serra dans ses bras. Cela surprit Enzo, et pour les Snowy, il semblait que Enzo était en danger. Ils sautèrent rapidement hors de l'eau pour défendre leur ami. Cela surprit Yuna et Chansou. Chansou informa Enzo qu'il y avait un monstre derrière lui. Tout ce chaos commençait à affecter Enzo. Il repoussa Yuna, et demanda à tout le monde de se calmer. Il expliqua que les Snowy étaient ses amis, et il dit qu'il donnerait les détails sur la façon dont il s'était lié d'amitié avec eux un peu plus tard. Lily s'approcha et donna un coup de tête à Enzo dans le ventre. Puis elle commença à lui donner d'énormes coups de poing au ventre. Elle expliqua que Enzo avait manqué l'heure du dîner, donc elle était inquiète. Avec un ton attristé, elle expliqua qu'elle n'avait pas pu manger parce qu'elle le cherchait. Enzo lui tapota la tête. Et enfin, il s'excusa auprès de tous pour son retard.
Après l'incident du lac, les jours de vacances de Enzo ont rapidement passé, et il est revenu à sa routine habituelle de s'occuper des portes. Son équipe a été affectée à une porte d'ogre, et ils ont été les premiers à arriver, et lorsque les monstres ont chargé hors de la porte, il a ordonné aux civils de se mettre en sécurité. Ensuite, il a ordonné à Wang de retarder les monstres. Wang a rapidement activé sa capacité, et il s'est placé sur le chemin de l'ogre. Les ogres ont tourné leur attention vers lui, et l'ont attaqué. Cependant, Wang a pu encaisser les attaques sans reculer. Enzo l'avait mis lui et les autres sur une routine qui comprenait 5 repas nutritifs en mana, un entraînement intensif, et il faisait combattre Wang sur le front lorsqu'ils étaient affectés à un travail d'éradication de monstres, comme celui-ci. Enzo observait le combat de près. Il a ensuite porté son attention sur un chronomètre qui mesurait depuis combien de temps Wang tiendrait, et il a vu que Wang avait déjà attaqué les ogres. Et à sa surprise, Wang grandissait à un rythme plus rapide qu'il ne s'y attendait. Il pensait que si cette croissance se poursuivait, alors Wang jouerait un grand rôle dans la catastrophe à venir. Enzo arrêta le chronomètre et ordonna à Wang de se calmer. Puis il se tourna vers Lily et lui dit que c'était à son tour. Il lui dit qu'elle avait 1 minute au compteur. Lily activa rapidement sa capacité de feu et tira plusieurs boules de feu sur les ogres, provoquant une explosion géante. Wang, qui était à portée de l'explosion, se protégea rapidement. Et Lily se tourna vers Enzo, et d'un ton excité, elle exprima que tous les monstres avaient été éliminés, donc Enzo devrait lui acheter un repas combo burger énorme. Enzo jeta un coup d'œil au chronomètre, qui montrait que Lily avait pris 1 minute et 5 secondes pour éliminer les monstres. Et d'un ton froid, il lui dit qu'elle avait manqué la marque d'1 minute de 5 secondes, donc elle n'obtiendrait pas le repas combo, seulement un burger. Lily s'effondra à genoux désespérée. Et soudain, Wang s'approcha de Enzo, se demandant s'ils pouvaient dîner ensemble. Mais quelque chose d'autre avait attiré l'attention de Enzo. Il remarqua que l'ombre de Wang agissait étrangement. Et après avoir réalisé ce que c'était, il bougea soudainement. Et il attaqua le monstre qui s'était caché dans l'ombre de Wang, le tuant en un coup. Ensuite, il expliqua au choqué Wang que le monstre qu'il venait de tuer était un gobelin de l'ombre. Et il attendait probablement le moment parfait pour tendre une embuscade à Wang. Wang était sans voix. Ses yeux s'élargirent, et sa bouche tomba alors qu'il fixait le monstre qui était à quelques instants de mettre fin à sa vie. Enzo s'approcha de lui avec une expression sérieuse sur le visage. Et d'un ton sérieux, il demanda pourquoi Wang pensait au dîner alors qu'ils étaient en plein combat. Il exprima que Wang devrait se ressaisir. L'expression de Wang s'assombrit. Et soudain, il dit, d'un ton attristé, il s'excusa auprès de Enzo, exprimant qu'il se contenterait du repas nutritif de mana pour le dîner aujourd'hui, et ferait des entraînements supplémentaires pour compenser cela. Enzo fut surpris. Cependant, il pensa que cette vue de Wang n'était pas mauvaise, car cela pourrait l'aider à devenir plus fort. Il accepta donc les excuses de Wang. Puis il regarda le couteau qu'il avait utilisé pour tuer le gobelin de l'ombre. Il serra fermement le manche de la lame avec une expression déterminée sur le visage, alors qu'il réfléchissait à ses compétences actuelles, qui étaient presque équivalentes à celles de sa vie précédente. Il tourna la tête vers le ciel, maintenant qu'il pouvait facilement s'occuper des ombres, des gobelins, et qu'il avait beaucoup de mana à revendre. Il était encore plus déterminé, car s'il continuait à grandir à ce rythme, il ne faisait aucun doute qu'il deviendrait rapidement plus fort qu'il ne l'était dans sa vie précédente. À partir de l'arc-en-ciel dans le ciel, Enzo calcula qu'il ne restait que 15 jours avant que l'arc-en-ciel ne disparaisse complètement. Lily remarqua qu'Enzo regardait vers le ciel. Elle se tourna donc vers le ciel pour voir ce que Enzo regardait. Et à sa grande surprise, la couleur jaune de l'arc-en-ciel qu'elle avait vu il y a quelques jours avait maintenant complètement disparu. Pour éclaircir la nuit des 7 lunes, Enzo voulait faire quelques préparatifs. Tout d'abord, il avait besoin de puissance de feu pour éliminer les monstres sortant de la porte. Deuxièmement, une équipe spéciale pour détruire la porte principale. Troisièmement, il voulait mettre en place des mesures pour minimiser les dommages à la ville. Et enfin, il voulait trouver un moyen d'administrer la récupération et la gestion des chasseurs blessés. Il s'était déjà occupé du dernier point, mais il devait encore mettre en place les 3 autres. À l'intérieur du bâtiment de la guilde de la Maison Blanche, nous voyons Enzo, Yuna et Lily marcher ensemble. Et alors qu'ils sortaient du bâtiment, Yuna remit à Enzo quelques documents, et elle rapporta que la vente en masse de potions commencerait cette semaine comme Enzo le souhaitait. Enzo commença à lire les documents, et il demanda à Yuna de continuer à superviser les ventes de potions pour lui. Alors qu'il lisait les documents,
une question lui vint à l'esprit, et il demanda à Yuna si les potions respectaient les normes de vente alimentaire. Avec un sourire, Yuna exprima que Enzo ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet, et elle lui informa qu'il n'aurait pas besoin de le promouvoir non plus, car c'est une garantie que les chasseurs se bousculeront. Elle lui dit également que les prix de chaque type avaient été organisés, et les détails étaient dans le rapport. Enzo lut à voix haute cette section du rapport. Le rapport indiquait qu'il y aurait une limite au nombre de potions qu'une personne pourrait acheter, et les potions seraient vendues à un prix plus élevé aux chasseurs. C'était exactement ce que Enzo voulait, et il félicita Yuna pour son travail. Yuna sourit et exprima qu'elle avait surtout utilisé l'opinion d'Enzo. Enzo changea de sujet. Il interrogea Yuna sur les progrès de Yongsun avec le golem, demandant si Yongsun avait réussi à faire bouger le golem. Yuna informa Enzo que le robot n'avait pas encore bougé. Ils se dirigèrent vers la voiture de Enzo et Yuna expliqua que les autres disaient qu'il était impossible de remettre le robot en état de marche. Mais Yongsun était déterminé à y parvenir. Le chauffeur sortit de la voiture et ouvrit la porte pour Enzo, Yuna et Lily. Alors qu'Enzo entrait dans la voiture, il exprima que tout irait bien s'il laissait tout à Yongsun. Il était certain que Yongsun y parviendrait, puisque l'occasion d'aller au zoo avec Lily était en jeu, et comme il pensait à cela, il ne put s'empêcher de sourire de manière menaçante. À l'intérieur de la voiture, Yuna lui remit les prochains documents qu'il devait examiner, contenant des informations sur ses amis, Yongsanti, Shine Junkeol et Lionju, qui étaient avec lui le jour de sa retraite dans sa vie précédente. Enzo savait que l'avenir changeait à cause de lui, et cela signifiait qu'il n'y avait aucune garantie que son ami de sa vie précédente survivrait dans cette vie. Il prit le dossier, le cacha dans sa chemise, puis remercia à nouveau Yuna pour son travail. Et avec un sourire agréable, Yuna demanda à Enzo s'il avait besoin de quelque chose d'autre, expliquant qu'elle voulait s'occuper de tout avant que Enzo parte en vacances d'une semaine. Enzo se pencha vers le siège avant de la voiture et demanda à son chauffeur, « Monsieur le chauffeur, combien de temps tu mets pour te rendre au travail ?» Avec un sourire agréable, le chauffeur dit qu'il lui fallait environ 1 heure. Enzo exprima alors que cela devait être difficile pour le chauffeur de s'engager dans son travail, puisqu'il vivait loin. Chauffeur, toujours avec son sourire agréable, se prépara à répondre à Enzo. Cependant, Enzo l'interrompit, lui dit de déménager dans un appartement près de la guilde de la Maison Blanche. Cela le choqua, mais avant qu'il puisse obtenir l'autorisation, Enzo se tourna vers Yuna et lui demanda de préparer un appartement au nom de chauffeur. Il exprima que l'appartement devrait être assez grand pour que toute la famille de chauffeurs puisse y vivre, et il dit à Yuna qu'il paierait pour cela. Yuna répondit avec un sourire joyeux en disant qu'elle s'en occuperait dès que possible. Elle tourna la tête et, avec un sourire agréable, elle pensa à quel point Enzo était une personne unique. Chauffeur regarda Enzo à travers le rétroviseur de la voiture, se demandant pourquoi Enzo faisait cela. Avec une expression gênée, Enzo expliqua qu'il ne faisait cela que pour son propre confort, et il exprima que chauffeur ne devrait pas s'inquiéter, puisqu'il avait beaucoup d'argent. Chauffeur trouvait toujours difficile de croire qu'il allait emménager dans un appartement de luxe, et il se demandait s'il rêvait ou quelque chose du genre. Enzo tourna la tête et fixa son reflet. Il n'avait plus à s'inquiéter de l'argent depuis qu'il avait commencé à vendre les potions, mais il ne pouvait pas évacuer tout le monde autour de lui, son regard s'intensifia alors qu'il pensait à tout ce qu'il lui restait à faire avant le premier désastre. Quelque temps plus tard, après être rentré chez lui, Enzo se prépara pour son voyage d'une semaine avec Lily, et avant de partir, Théo s'approcha et, avec un sourire agréable, il exprima qu'il espérait que Enzo et Lily passeraient un bon week-end. Enzo se tourna et dit à Théo qu'il devrait garder la maison en sécurité pendant le week-end, et Lily exprima que Théo ne devrait pas s'enfuir pendant leur absence. Théo sourit. Il dit que vu la façon dont Enzo le traitait, il n'aurait jamais l'idée de s'enfuir. Quelque temps plus tard, en marchant à travers une forêt, Enzo et Lily rencontrèrent Wang. Wang avait la tête baissée et regardait un rocher fissuré avec une attitude attristée. Enzo fit signe à Lily d'être aussi silencieuse que possible, et il dit à Lily qu'il devrait partir, car Wang était concentré sur son entraînement. Wang s'approcha du rocher fissuré et posa ses 2 mains dessus. Il était déçu de lui-même, car son attaque n'était pas aussi rapide qu'il le voulait, et avec un air triste, il dit à voix haute que s'il ne devenait pas plus fort, Enzo l'abandonnerait. Entendant cela, Enzo fut un peu inquiet et demanda si Wang était toujours incertain d'être abandonné. Cependant, il n'en fit pas beaucoup, car Wang était actuellement plus motivé que jamais. Mais une partie de lui se demandait s'il devait vraiment laisser Wang comme ça. Mais comme il avait des choses plus importantes à faire pour l'instant, il se tourna vers Lily en disant qu'il devrait partir.
Lily l'arrêta en disant qu'elle voulait lui montrer quelque chose. Elle activa un bouclier et, utilisant le bouclier, ils volèrent dans le ciel. Enzo fut impressionné. Il se pencha en avant en demandant comment Lily avait appris à faire cela. Lily se tourna et, avec une expression surprise, expliqua qu'elle venait d'essayer et que ça avait marché. Elle demanda aussi si Enzo ne pouvait pas faire quelque chose comme ça. Enzo resta silencieux. Il était légèrement agacé par le talent monstrueux de Lily. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent à la grotte à trésor d'Enzo. Il avait économisé tout ce qu'il avait à l'intérieur de cette grotte. Ils entrèrent dans la grotte, et deux des Snowy s'approchèrent de Lily et échangèrent des tapes dans les mains. Pendant qu'ils jouaient, le Snowy qui avait évolué s'approcha d'Enzo et rapporta qu'il ne s'était rien passé d'anormal pendant son absence. Enzo félicita les Snowy pour leur travail et leur ordonna de garder l'entrée. Le Snowy qui avait bu la liqueur de vie était devenu aussi rapide qu'une balle, donc en tenant compte de leur force, Enzo leur confia la tâche de signaler si des intrus venaient à s'introduire, et bien sûr, les Snowy acceptèrent, car ils pensaient qu'ils protégeraient les biens d'un ami. Après le départ des Snowy, Enzo s'approcha de son espace de travail, et Lily le suivit. Alors qu'ils approchaient, Lily regardait autour d'elle en se demandant comment Enzo avait obtenu tous ces objets. Enzo dit à Lily qu'il expliquerait plus tard, et il prit 3 objets de sa cachette. Le premier était le masque d'un escroc, qui rassemble l'attention des gens, et change l'apparence et la voix du porteur. L'article suivant était la robe de sage, qui donne au porteur une aura intimidante. Le dernier article était un bâton lumineux, qui était un bâton en bois qui brille lorsqu'il est imprégné de mana. Enzo a revêtu la robe, et Lily a revêtu un masque de chat. Enzo était impressionné par lui-même, et il a exprimé que leur nouveau look était très convaincant. Lily a été surprise par la nouvelle voix d'Enzo, et elle a exprimé que la voix d'Enzo était soudainement devenue cool. Mais entendre sa propre voix l'a perturbée. Avec cela, Enzo était prêt à commencer son plan, et quelque temps plus tard à une porte, Enzo et Lily ont annulé leurs compétences furtives, donnant l'impression qu'ils sortaient de la porte. Tous les chasseurs présents ont pris une position défensive en se demandant s'ils venaient de voir un humain sortir d'une porte. Enzo a regardé autour de lui, et il était satisfait du nombre de témoins présents. Il a regardé fixement Lily, signalant qu'il était temps pour eux de commencer. Ensuite, il a enlevé sa capuche, et il s'est présenté aux autres chasseurs sous le nom d'Aximus, un magicien du continent de Gaïa. Et il a crié en disant qu'il était venu avertir les chasseurs du désastre qui atteindra bientôt cette terre. Les autres chasseurs présents étaient dans un état de confusion, ils se regardaient en se demandant qui était Enzo, et pourquoi il parlait une langue qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. 2 chasseurs se sont fait face, se demandant si Enzo était vraiment sorti du portail. Enzo a observé silencieusement les chasseurs confus, puis soudain il a levé son bâton en l'air, et en infusant du mana dans le bâton a commencé à briller. Le bâton brillait tellement fort que certains chasseurs ont dû protéger leurs yeux de la lumière. Un chasseur avec un bouclier s'est avancé vers l'avant et a pris une position défensive, se demandant si Enzo allait les attaquer. Enzo a parlé, exprimant que les chasseurs ne devraient pas être alarmés, les chasseurs ont été pris au dépourvu, et ils se sont demandé pourquoi ils pouvaient soudainement comprendre Enzo. Enzo a expliqué aux chasseurs qu'ils pouvaient maintenant le comprendre. Il s'est présenté à nouveau, en tant qu'Aximus, un magicien du continent de Gaïa. Il a demandé aux chasseurs d'écouter attentivement ce qu'il allait dire, puis il a tourné son regard vers Lily et a donné le signal. Lily a rapidement reconnu le signal, et elle a activé un bouclier qui les a fait voler dans le ciel. En l'air, Enzo a crié qu'il était là pour avertir les habitants de ce monde. Les chasseurs ont regardé avec étonnement. Ils ont accepté le fait que Enzo était un sorcier comme il le prétendait, mais se demandaient ce qu'il voulait dire par les avertir. Enzo a attiré leur attention sur l'arc-en-ciel, et il leur a expliqué que l'arc-en-ciel est le signe de la catastrophe, et une fois que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel disparaîtront, un cataclysme ouvrira des centaines de portes vers l'enfer sur cette terre. Alors qu'il expliquait, Enzo a levé la main, que Lily a reconnu comme le deuxième signal, alors elle a créé plus de boucliers, et elle a commencé à faire pleuvoir de nombreuses boules de feu. Cela a vraiment mis en scène Enzo. Il a levé les 2 mains en l'air, et d'un ton sérieux, il a exprimé que les monstres et les démons envahiront la terre et le ciel. Nulle part ne sera sûr, les vivants mourront, et les morts se lèveront, et pour arrêter ce désastre, il a expliqué que tout le monde devait se battre. Les chasseurs, et certains agents de l'ordre arrivés, ne pouvaient s'empêcher de regarder la performance de Enzo se dérouler sous leurs yeux. Les yeux toujours tournés vers le ciel, et dans un état de confusion, ils se demandaient si l'arc-en-ciel comptait vraiment jusqu'à une catastrophe.
Enzo obtenait la réaction qu'il voulait, alors il a donné le signal à Lily de désactiver les boucliers et son pouvoir, et ils sont retombés au sol. Le masque spécial rend sa voix plus crédible, et la robe de sage dégage une aura qui attire l'attention. Enfin, sa baguette magique, et le masque spécial, et la baguette magique spéciale, qui n'était qu'un bâton lumineux, mais qui a aidé à mettre en scène. Un agent de l'ordre s'est approché de Enzo en demandant comment il pouvait éviter ce désastre, et Enzo est rapidement revenu à son jeu d'acteur. Il a baissé la tête, et d'un ton sérieux, il a expliqué à l'officier que le désastre ne peut être évité. La seule chose qu'ils peuvent faire est de minimiser les dégâts. Soudain, son regard s'intensifia, et avec intensité, il demanda à rencontrer le roi du monde, pour pouvoir lui rapporter les détails. Les forces de l'ordre emmenèrent Enzo et Lily dans la salle d'interrogatoire de la Maison Bleue, et pendant les longues heures, ils s'endormirent. Quelque temps plus tard, un homme entra dans la salle d'interrogatoire. Cet homme était Ju Sang-wook, le chef de l'équipe de coopération des chasseurs. Il s'approcha de la table, puis posa sa mallette sur la table. Ensuite, il plongea sa main dans la mallette, et tout en sortant quelques dossiers, il exprima, d'un ton sceptique, qu'il n'avait jamais entendu parler de magiciens venant d'une autre dimension. Enzo dit à Sang-wook qu'il comprenait leurs soupçons, mais qu'il ne devrait pas l'être puisqu'il était là pour les avertir d'un désastre. Il expliqua qu'il n'était pas une menace puisqu'il lui avait pris sa baguette, et il demanda à parler au roi. Sang-wook fut convaincu par le jeu d'acteur de Enzo. Cependant, il restait méfiant. Il prit place, et d'un ton sceptique, il interrogea comment Enzo pouvait être si sûr qu'il n'était pas le roi. Enzo fit un geste de la main en avant, expliquant qu'il pouvait lire les destins des gens, mais seulement en partie. Cela laissa Sang-wook perplexe. Il restait méfiant, alors il demanda à Enzo s'il avait une preuve de ses capacités. Le corps de Enzo commença à émettre une aura mystérieuse, et d'un ton menaçant, il expliqua qu'il ne pouvait pas voir les destins de tout le monde. Il ne pouvait voir qu'une partie du déroulement des événements qui marqueront l'histoire. Il dit, par exemple, Sang-wook, qui n'est pas encore roi, mais qui cherchera à devenir roi dans un avenir proche. Cela surprit Sang-wook. Il se leva de sa chaise en demandant comment Enzo avait découvert cela. Enzo savait car dans sa vie précédente, Sang-wook s'était présenté à la présidence, et il était également un juge chasseur, qui ne tolérait pas les crimes commis par les chasseurs. Son regard s'intensifia, et il dit à Sang-wook qu'il ne pouvait pas en dire plus car c'était tout ce qu'il pouvait voir. Sang-wook était toujours dans un état de confusion, et il ne savait pas comment réagir. Soudain, un travailleur entra dans la salle d'interrogatoire, et cette personne était l'un des chasseurs. Cela sortit Sang-wook de sa confusion. Il porta son attention sur cette personne, et elle rapporta que le président voulait rencontrer Enzo en personne. Après le rapport, Sang-wook remit sa baguette à Enzo, et il exprima qu'il les conduirait voir le roi. Enzo accepta sa baguette avec un sourire agréable, et il remercia Sang-wook. Alors qu'il se dirigeait vers la Maison Bleue, Enzo fit quelques observations. La Maison Bleue actuelle avait été reconstruite il y a quelques années. Lors de la première porte, une porte était apparue sur le toit du bâtiment de la Maison Bleue, et les monstres qui en étaient sortis avaient semé la terreur et avaient nivelé la maison. La porte avait été construite sur le toit du bâtiment de la Maison Bleue, et les monstres qui en étaient sortis étaient très puissantes. En conséquence, le président et la plupart des membres du Parlement qui se trouvaient dans le bâtiment de la Maison Bleue à ce moment-là furent tués. Le chaos qui s'ensuivit ne fut que difficilement résolu après l'élection d'un nouveau président. Enzo ne put s'empêcher de remarquer que, en raison de sa solidité, la nouvelle Maison Bleue ressemblait à une installation militaire. Sang-wook s'arrêta soudain devant Enzo et Lily et annonça qu'ils étaient arrivés. À l'intérieur du bureau du président, des gardes se faisaient face et le président était assis sur sa chaise avec un garde à sa gauche. Sang-wook frappa à la porte et on leur dit d'entrer. Après que Enzo soit entré, le président se présenta à Enzo d'un ton formel et demanda si c'était vraiment vrai que Enzo et Lily venaient d'une autre dimension. Enzo s'inclina et se présenta comme Maximus, un magicien du continent Gaïa. Lily fit de même et se présenta, mais son coréen était encore hésitant, alors Enzo demanda au président d'excuser la maladresse de la traduction magique de son assistante. Le président dit que ce n'était pas un problème et il leur demanda de s'asseoir sur les chaises devant eux. Enzo et Lily s'approchèrent des chaises, mais avant de s'asseoir, Enzo observa les chaises. Il exprima que les chaises semblaient étranges. Le président dit à Enzo de ne pas s'inquiéter et expliqua que la chaise était un dispositif qu'ils utilisaient pour détecter les mensonges. Il dit que si Enzo répondait par un mensonge à l'une de ces questions, il le saurait tout de suite.
Enzo prit place confortablement et avec un sourire confiant, il rit en disant que c'était le président qui devrait être sur la chaise. Cela prit le président par surprise et il demanda ce que Enzo voulait dire par sa déclaration. Enzo expliqua qu'il voulait simplement dire qu'il n'avait rien à cacher et comme il était à l'aise, il demanda au président de lui poser les questions. Le président ne perdit pas une seconde. Il demanda rapidement à Enzo s'il venait vraiment du continent Gaïa. Enzo répondit par un oui et le détecteur de mensonges ne se déclencha pas. Le président demanda ensuite si l'histoire du désastre était vraie et Enzo répondit que l'histoire du désastre était vraie et qu'ils étaient venus ici pour les avertir du désastre. Il leur dit aussi de lui poser la plupart des questions car son assistante ne savait pas grand-chose sur le désastre. Quelque temps plus tard, l'interrogatoire fut terminé. Lily ne comprenait pas la moitié des questions et Enzo s'entraînait aux arts martiaux pour contrôler sa respiration, son pouls et sa transpiration. Donc, si vous vouliez mentir, un test de détecteur de mensonges serait inutile. Le président se leva de sa chaise et demanda aux travailleurs dans la pièce de retirer les fils reliés au corps de Enzo, puis leur demanda de partir. Une fois que tous les fils avaient disparu de leur corps, Enzo et Lily se levèrent. Le président s'approcha de Enzo et s'excusa de continuer à douter de lui. Il exprima que ce n'était rien de personnel, juste la nature de la situation. Enzo exprima que le président n'avait rien à craindre car il aurait fait la même chose. Avant que Enzo et Lily ne partent, le président les arrêta et posa une question personnelle. Il demanda à Enzo s'il pouvait l'aider à fuir vers le continent Gaïa. Cette question prit Enzo par surprise et il demanda s'il avait bien entendu. Avec un regard perturbé et un ton paniqué, le président exprima qu'il devait être en sécurité sur le continent Gaïa. Puisqu'Enzo était venu dans un autre monde pour avertir les autres, il devrait l'emmener sur le continent Gaïa. Cela mit Enzo en colère et il demanda si un roi allait abandonner son peuple et fuir. Le président était maintenant en état de panique. Il dit à Enzo qu'il n'était pas un roi, juste une personne qui se trouvait être roi. Il dit qu'il était juste une personne qui se trouvait assise sur le trône du roi. Il promit de donner à Enzo tout ce qu'il voulait s'il l'emmenait sur le continent Gaïa. D'un air sombre, il dit à Enzo qu'il en avait assez de ce pays dangereux où il ne savait pas quand il allait mourir. Il fit signe à son garde portant un masque et exprima qu'il ferait tout si Enzo l'emmenait, lui, sa famille et ce garde sur le continent Gaïa. Enzo fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que le président soit ce genre de personne. Il prit rapidement la main de Lily et, d'un ton déçu, exprima qu'il avait mal jugé le président, donc il allait partir maintenant. Le président arrêta une fois de plus Enzo et lui rappela qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. Enzo ne prit même pas la peine de regarder le président et, lui tournant le dos, rejeta son offre. Le garde à côté du président, Kim So-ho, le premier géant éveillé, enleva son masque et le broya dans ses mains. Soudain, son aura remplit la pièce. Enzo remarqua mais avant qu'il ne puisse réagir, Kim avait déjà réduit la distance entre eux. En regardant de près le visage de Kim, Enzo ne put s'empêcher de rire. Cela déconcerta Kim qui demanda pourquoi Enzo riait soudainement. Enzo répondit par une question. Il demanda à Kim combien de temps il comptait jouer cette blague. Il exprima que Kim devait être le vrai roi. Cela surprit encore plus Kim. Il désactiva son pouvoir en demandant comment Enzo l'avait découvert. Enzo sourit avec confiance et, d'un ton assuré, inventa des bêtises sur le fait de pouvoir voir la grande étoile du destin de Kim. En réalité, il savait que Kim était le héros qui avait ramené l'ordre en Corée du Sud après la première porte. Dès que Kim eut éveillé son pouvoir, il mobilisa les forces de l'ordre pour protéger les citoyens. Après les élections présidentielles, il reconstruisit la Maison Bleue et a été président de ce pays pendant quelques années. Même après cela, il se consacra à la normalisation de la ville et à la restauration du territoire national. Si vous êtes citoyen de Corée du Sud, vous ne pouvez pas ne pas savoir qui est Kim. La scène se déplace ensuite à l'intérieur du quartier général de réponse aux catastrophes centrales où Kim présente Enzo aux dirigeants des différentes guildes, puis Enzo explique tout sur la première catastrophe. Après l'explication de Enzo, Chang So pouvait à peine contenir son excitation en apprenant qu'il y aurait plus de 10 000 monstres. Kim, surnommé le roi démon, était sceptique. Han Jae, surnommée la reine de glace, regardait avec une expression neutre et Min Ti-woong, surnommé le mur de fer, était intrigué. Enzo était nerveux. Il était dans une pièce avec les premiers éveillés, un titre donné aux 5 plus forts parmi les chasseurs qui se sont éveillés en premier.
Ils étaient les chasseurs qui ont aidé à éliminer les monstres et à stabiliser la situation en Corée du Sud. Mais il fit bien de cacher sa nervosité. Kim expliqua aux autres éveillés qu'il prévoyait de déclarer l'état d'urgence national demain matin et qu'il ferait de son mieux pour se préparer à la catastrophe et espérait que les autres feraient de même. Tae-jin demanda à Kim d'attendre. Il demanda comment Kim s'attendait à ce qu'il croie une histoire aussi irréaliste. Min avait une opinion similaire et exprima que Enzo avait l'air d'un escroc. Ils commencèrent tous à bombarder Kim de questions, ce qui commençait à l'agacer, alors il leur dit d'arrêter et exprima que c'était lui qui avait vérifié Enzo. Et il expliqua que même si Enzo mentait, rien de mal ne se produirait. Mais si Enzo disait la vérité, ils pourraient tous subir de plus grandes pertes s'ils ne se préparaient pas. Les autres devaient se préparer, mais Min restait sceptique. Soudain, il se leva de sa chaise. Enzo remarqua mais Min bougea si vite que lorsqu'Enzo se prépara à contrer, Min avait déjà attrapé Lily. Lily commença à se débattre dans la main de Min. Min fit signe vers le masque de Lily. Il exprima que le masque le dérangeait depuis un moment et lui demanda de rester immobile pour qu'il puisse le retirer. Lily refusa évidemment, mais cela fit demander à Min s'il y avait une raison pour laquelle Lily portait un masque. Min a enlevé le masque. Les cris d'un chat furieux ont été entendus dans toutes les salles, et le chat a griffé Min, le laissant perplexe, ainsi que Yansu. Alors que Lily, transformée en chat, se mit à hurler de toutes ses forces contre l'arrogant qui lui avait enlevé le masque, Enzo prit le masque au sol, attrapa Lily et lui remit le masque en lui disant de se calmer, prétendant qu'il l'avait fait parce qu'il ne savait pas qui elle était. Puis, il se retourna en direction de Min, lui expliquant que le peuple des chats n'aime pas montrer leur vrai visage aux humains et c'est pourquoi ils portent un masque, l'accompagnant. Il les regarda en se disant, j'ai préparé cela avec le gamin au cas où quelque chose comme ça se produirait. Le masque de chat change également la voix, mais si le masque est retiré, un sort magique est lancé qui transforme la cible en chat. Eh bien, Min Taung. Que vas-tu faire maintenant que ta déduction était fausse, dit le président Kim So en s'approchant de Min, lui demandant de s'excuser immédiatement, laissant ce dernier embarrassé. Il essaie de s'excuser, mais Lily continue à lui hurler dessus furieusement. Enzo tremble en se disant que Lily est très douée pour jouer à être un chat. Le lendemain, Kim So a déclaré l'état d'urgence à la télévision et à la radio, demandant aux citoyens de quitter la ville où va se passer la catastrophe. Il y avait de la confusion après l'annonce, mais tous les citoyens se sont rapidement adaptés. Les forces militaires, la police et les guildes surhumaines ont immédiatement commencé des exercices militaires à grande échelle. Quelques heures plus tard, quelqu'un s'approche d'Enzo, lui disant qu'il avait entendu qu'il allait partir aujourd'hui. Enzo répond, oui, le pouvoir de la magie de transfert dimensionnel s'épuise. Je dois retourner dans quelques heures. Puis l'homme demande s'il peut lui faire une faveur avant son départ. Enzo lui dit avec un sourire qu'il pourra lui rendre service s'il le souhaite. L'homme lui dit qu'ils ont découvert un livre pendant la reconstruction de la ville et lui demande s'il peut y jeter un œil pour eux. Enzo lui répond qu'il a peu de temps et qu'il est très limité en termes de connaissances et qu'il ne peut pas garantir qu'il pourra les aider, tout en se disant que les gens le prennent vraiment pour un sage. En se promenant dans les étagères, il se dit, je peux parler n'importe quelle langue, mais moi, je peux seulement lire les langues du continent de Gaïa et du monde martial, et même là, je suis seulement doué pour lire à propos de la magie et des arts martiaux. Son attention est attirée par un livre qui est les mémoires de l'empereur des épées. Il le regarde en le lisant mentalement, je suis Nangong Yuxu, l'empereur de l'épée. Dans le monde martial, je suis connu comme l'incarnation, ce qui le pousse à se dire, le langage est correct. Est-ce vraiment un livre laissé par l'empereur de l'épée? Mais le jeune homme l'interrompt en lui demandant s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le livre. Enzo le regarde sans dire un mot, se disant qu'il n'est pas sûr mais qu'il devrait le lire plus profondément pour en être sûr. Puis, se retournant avec un air sérieux, il lui dit que ce livre semble être écrit par un démon, ce qui surprend le jeune homme qui lui demande s'il a vraiment dit un démon. Et Enzo lui répond, quand tu as trouvé ce livre, y avait-il autre chose? Une épée ou quelque chose du genre? Cette épée contient également un démon à l'intérieur, et elle attirera celui qui la manie et fera du mal aux gens. Le jeune lui dit qu'il va vérifier pour lui puis lui dit que lorsqu'ils l'ont découvert, il n'y avait pas d'épée mais seulement quelques vieux vêtements déchirés dans une vieille cave détruite. Enzo lui dit que c'est bon. Enzo, avec son air de bon voleur, lui dit, ce livre est dangereux je vais le prendre et le sceller, le roi serait un peu occupé donc s'il vous plaît, maintenez cela secret SVP. Tout en le mettant dans sa robe de sage. Une fois le jeune homme parti, il continue à le lire, je suis né bâtard du clan Nangong.
J'ai reçu le talent des arts martiaux donné par le ciel, mais j'ai été discriminé pour être un bâtard. Je n'ai même pas pu voir les arts martiaux en ascension du clan. Après le décès de ma mère, j'ai volé les arts martiaux et les élixirs du clan. Enzo continue à lire tout en se disant « Je ne suis pas intéressé par ça ». La partie suivante est ce que je connais. Le maître de l'épée, qui est devenu un maître, a perdu contre Tianma lors d'un combat, une fraction de seconde avant de disparaître. Lily l'interrompt de ses pensées en lui demandant ce qu'il est en train de faire et Enzo lui dit qu'il est en train de lire et de ne pas le déranger et d'aller lire un livre ou jouer tout seul mais de ne pas le déranger. Mais Lily lui court après en lui disant que s'il veut aller à l'extérieur, il doit l'attendre car c'est son heure de manger. Ce qui pousse Enzo à se demander s'il ne peut pas avoir un moment de repos. Il continue à lire en se disant que ce mec parle beaucoup trop, le journal dit, la raison pour laquelle ce siège n'a pas pris sa propre vie. Même si je meurs, ce ne sera qu'une cible de moquerie pour les démons qui ont envahi les plaines centrales quelques années plus tard. Si j'avais pu maîtriser les arts martiaux ascendants plus tôt. Si j'étais né comme l'héritier légitime du clan Nangong. Ce n'était qu'une fraction de seconde. Une fraction de seconde. La guerre entre les démons et les humains a éclaté à cause de l'invasion de Mago, et l'empereur de l'épée a dû intervenir pour arrêter Tianma. Mais, ayant marre de lire, il se mit à feuilleter le journal et découvre une technique de cultivation, ce qui le fait exclamer « Le divin art de briser le ciel ». Mais pourquoi y a-t-il tant de non-sens? Mais il continue à lire car il commence à avoir la technique dont parle le journal. L'auteur du journal dit « C'est expliqué d'une manière que même un singe peut comprendre, donc si tu ne comprends pas, lis-le encore et encore ». Enzo s'assoit au soleil en se disant qu'il va l'essayer, prenant la position du tailleur et commençant à canaliser son énergie dans tout son corps car l'énergie dans son corps doit être divisée en 3 étapes. Accumulation, combien d'énergie interne est stockée dans le dantian. Stabilité, à quel point l'énergie interne est gérée de manière stable dans le corps. Émission, à quelle vitesse l'énergie interne est émise vers l'extérieur. Enzo se dit, si la technique que j'ai principalement apprise jusqu'à présent ne recherchait que la stabilité, alors cette technique, Singon Dipachon, a un effet harmonieux parfait des 3 aspects. Je comprends pourquoi les artistes martiaux risqueraient leur vie pour progresser dans les arts martiaux. Aujourd'hui, faisons-le juste ici. Il regarde l'horloge en se disant qu'il a dépassé l'heure du repas et se demande pourquoi Lily n'est pas venue l'appeler. Mais il entend un énorme bruit et va regarder par la fenêtre, se demandant ce que c'est. Un énorme minotaure sort du portail et tombe au sol, effrayant les gens présents qui se mettent à courir. Avant même d'arriver à frapper les gens présents, Enzo sort et active son bouclier pour protéger les gens présents et leur dit de ne pas quitter le barrage avant l'arrivée d'autres personnes. Enzo regarde le monstre, décidant qu'il va tester sa nouvelle compétence acquise sur lui. Mais le minotaure lui fonce dessus, prêt à le défoncer, mais Enzo n'est pas impressionné. Il se dit que s'il utilise de la magie, le palais pourrait s'effondrer, donc il doit utiliser des attaques corporelles. Il esquive le coup que lui lance le minotaure avec aisance, puis active son bâton lumineux, ce qui fait mal aux yeux du minotaure, puis lui donne un coup de poing puissant au ventre, se disant que cela a fonctionné non pas parce que le monstre est faible mais parce qu'il est devenu plus fort. À ce moment précis, Lily fait son apparition en l'appelant au loin. Enzo lui demande où elle était passée et Lily lui dit qu'elle est allée manger avec un ami, ce qui surprend Enzo qui lui demande si elle s'est fait un ami. Ils sont interrompus par le portail qui continue à laisser passer des monstres et des dizaines de minotaures sortent du portail, ce qui surprend Enzo qui se dit que cela va causer des dommages au palais car ils sont très nombreux. Mais Lily et Enzo jouent la comédie en lançant une attaque combinée plus de feu, ce qui attaque les minotaures, laissant les chefs des chasseurs sans voix. Quelques instants plus tard, le président Kim remercie Enzo pour son aide et lui dit qu'il n'oubliera jamais cette faveur. Enzo lui dit qu'il n'y a pas de quoi et lui demande d'arrêter le désastre qui va venir. Un des assistants du président offre une mallette de produits à Enzo, qui reste bouche bée en disant qu'il ne peut pas accepter, mais le président lui dit qu'il ne peut pas le laisser les mains vides. Enzo le remercie avec de la bave aux lèvres, se demandant combien de pierres magiques il y a là-dedans. Puis, il active son bouclier en leur disant qu'ils vont partir et Lily dit au revoir à son nouvel ami. Enzo leur souhaite succès et part. À la nuit tombée, dans les terres abandonnées, Enzo et Lily arrivent en fin de leur voyage. Enzo demande à Théo s'il a bien pris soin de la maison, alors que Lily lui dit que sa nourriture lui a manqué. Théo sort de la tente en pleurant, lui demandant où il était et lui dit que quelque chose de terrible est arrivé.
Enzo lui demande de quoi il parle et Théo lui dit que le président a dit que dès que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel disparaîtront, des centaines de portails interdimensionnels vont apparaître, ce qui fait rire Enzo et Lily, qui lui disent que c'est vrai et Théo leur demande en pleurant pourquoi il rit. Merci à chacun d'entre vous d'être arrivé jusqu'ici. Pour ceux qui aiment cette série, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager la vidéo avec un ami. À bientôt et ciao.